Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est un sentiment qui est assez étonnant parce qu'en fait, c'est un sentiment qui se cache derrière tout un tas d'autres sentiments, derrière des émotions qui peuvent être des émotions qui, à première vue, n'ont pas forcément grand-chose à voir. Par exemple, la culpabilité, on va la retrouver derrière une colère, on va la retrouver derrière un agacement, on va la retrouver derrière une tristesse. On va la retrouver derrière un sentiment d'illégitimité. En fait, on va la retrouver derrière tout un tas d'émotions et de sentiments qui, a priori, comme ça, sur le papier, semblent n'avoir rien à voir avec la culpabilité et qui, pourtant, lorsqu'on creuse un peu et qu'on se demande ce qu'il y a derrière cette colère, cet agacement, cette exaspération, cette tristesse ou cette illégitimité, en fait, on retrouve tout simplement cette culpabilité. Alors la culpabilité, c'est quoi exactement? La plupart du temps, on se sent coupable de quelque chose que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait envers quelqu'un d'autre. Si j'ai eu une attitude ou des mots qui ont blessé quelqu'un à un moment donné, je vais ressentir de la culpabilité. Si je rentre tard le soir, que je suis fatiguée et que quand j'arrive à la maison, les enfants sont vautrés sur le canapé, la table n'est pas mise, c'est le bazar dans la maison, je vais arriver, je vais brailler, je vais les engueuler et juste après, je vais ressentir une forme de culpabilité en me disant mais c'est pas vrai, pourquoi j'ai encore crié sur eux, on est vendredi soir, j'aimerais tellement qu'on passe une bonne soirée tous ensemble et finalement comme j'ai crié, ils sont partis dans leur chambre et c'est pas du tout ce que je voulais en arrivant. Et donc on va se sentir coupable. Quand les enfants grandissent, les parents se sentent coupables si un enfant réussit pas sa vie ou réussit pas ses études. Le parent va se sentir coupable, va se demander ce qu'il a raté, ce qu'il a mal fait, ce qu'il aurait pu faire autrement. On peut parfois ressentir de la culpabilité par rapport à son conjoint, par exemple. Imaginons une mère de famille qui est toujours restée à la maison, le couple a toujours très bien fonctionné comme ça, elle s'est occupée des enfants, et puis peut-être qu'à 40, 45 ans, tout d'un coup, elle a envie d'autre chose, elle a envie d'aller travailler, donc elle va peut-être faire une formation, trouver du travail, quitter la maison, et pour le mari, ça peut être très déstabilisant. Et elle va peut-être se sentir coupable de se dire, bah oui, mais je ne suis pas celle qu'il a épousée au départ, c'est pas ça que je lui ai donné au départ, je suis en train de changer, lui il se sent déstabilisé, il se sent pas bien, donc c'est de ma faute, elle va se sentir coupable d'avoir d'autres envies, d'avoir envie d'autre chose. Mais la culpabilité peut également se tourner envers nous-mêmes. Si je me suis enfilé le pot de Nutella en entier, je vais avoir envers moi-même une forme de culpabilité. Alors déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la culpabilité, c'est un regard que l'on porte sur quelque chose que l'on a dit ou que l'on a fait, mais qui est déjà passé. C'est-à-dire qu'on va observer une action qui est déjà passée, et en observant cette action passée, on va commencer à imaginer qu'on aurait dû agir autrement que ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que j'ai imaginé de faire et ce que j'ai réellement fait. Et on porte un jugement sur ce décalage. En réalité, quand il y a une culpabilité, c'est qu'il y a deux parties qui s'opposent et qui n'ont pas les mêmes besoins. Les deux parties vont entrer en conflit, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'aurait voulu une partie et ce qu'a fait l'autre partie, et l'être humain va porter un jugement sur ce décalage. Alors qu'en réalité, ce sont simplement deux parties qui ont des besoins différents, qui ont des valeurs différentes. La mère de famille qui a 40 ans décide de reprendre un travail, son besoin à elle, c'est de reprendre un travail. Et le besoin de son mari, c'est de continuer à avoir ce qu'il a toujours eu, c'est-à-dire une femme très présente à la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de faire à manger, etc., etc. Donc ce sont simplement deux parties qui n'ont pas les mêmes besoins. Et la culpabilité, on peut la ressentir à la fois envers une tierce personne, mais on peut aussi la ressentir envers soi-même. Il y a une partie de nous qui est tout à fait satisfaite de s'être enfilé le pot de Nutella, et il y a une partie de nous qui est totalement révoltée à l'idée qu'on ait pu s'enfiler le pot de Nutella. Donc il y a vraiment cette notion de deux éléments qui ne sont pas cohérents l'un avec l'autre. On porte un jugement sur simplement un décalage qui existe entre deux parties qui ont des besoins différents. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que la culpabilité émerge toujours d'un endroit où il y a des règles, des coutumes, des traditions, une morale qui est posée entre ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'il y a ces deux parties qui s'opposent, chacune avec des besoins différents, et à un moment donné,
le regard que l'on va porter sur le décalage entre ces deux parties qui s'opposent va être imprégné de règles, de valeurs culturelles, de valeurs sociales, familiales, qui vont me dire que l'une des deux parties a fait quelque chose qui n'est pas convenable. Et c'est toujours dans ce contexte-là, sur ce terrain-là, que jaillit la culpabilité. Il est vrai que ça peut toujours être intéressant de regarder un événement passé en se demandant ce qu'on pourra faire de mieux la prochaine fois, ce qu'on pourra changer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourra transformer pour faire différemment. Le problème de la culpabilité, c'est que tant que je culpabilise, je m'auto-flagelle. Oh là là, ce que j'ai fait c'est mal, mon Dieu, je suis tellement vilaine, mais comment j'ai pu faire ça? Mais tant qu'on est en train de se dire ça, on n'est pas en train d'agir pour pouvoir changer quelque chose. On est simplement en train de se lamenter sur son sort. Et plus on se victimise, moins on agit. Moins on agit, plus on reste au même endroit. Et plus on reste au même endroit, et plus on culpabilise. C'est-à-dire que la culpabilité, ça ne répare rien. Ça ne soulage rien, ça n'avance à rien. Celui qui s'est senti blessé ne se sent pas mieux parce que vous vous sentez coupable. Et vous-même, comme vous ne faites rien, vous ne vous sentez pas mieux non plus. En fait, la culpabilité, ça ne sert à rien ni à personne. Alors comment sortir de la spirale de la culpabilité? Parce que c'est vrai que très souvent, quand on a le nez dedans, on est absolument convaincu qu'on a raison de se sentir coupable, que ce qu'on a fait, c'est mal. Peut-être que la première chose à faire, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est de commencer par la repérer. Et là, à partir de l'instant où on la repère, c'est peut-être de se poser. On se pose et en se posant, on ouvre un espace pour pouvoir transformer notre culpabilité en responsabilité. Parce que tant que l'on se sent coupable, on n'est pas responsable. Et tant que l'on n'est pas responsable, on ne peut pas prendre sa vie en main. Donc la première étape, c'est je repère ma culpabilité là où elle est, je me pose, j'ouvre un espace. La deuxième chose à faire, c'est d'enlever toute forme de jugement. C'est-à-dire qu'on considère que cet espace, ce n'est pas un no man's land, c'est un no judgments land. C'est un endroit où on va simplement étudier les faits, comme un scientifique, en se disant simplement, voilà ce qui s'est passé. Quels sont les faits? Par exemple, on peut se demander, quelle était mon intention? Est-ce qu'il y avait une intention délétère? Est-ce qu'il y avait une intention mauvaise? Quand je rentre chez moi le vendredi soir, que je suis crevée, que j'ouvre la porte, qu'il y a des chaussures dans l'entrée, que les enfants sont vautrés sur le canapé, que la table n'est pas mise, que le repas n'est pas prêt, est-ce que mon intention première, est-ce que mon besoin premier est dirigé contre mes enfants qui sont vautrés sur le canapé? Ou bien est-ce que mon intention première, elle est simplement de rentrer et de pouvoir moi aussi me poser devant la télé? Et eux, quel est leur besoin à eux? Ils sont vautrés sur le canapé. Est-ce que c'est dirigé contre moi? Ou est-ce que eux aussi ont rempli leurs propres besoins? On rentre de notre semaine, on est crevé, on n'a qu'une envie, c'est de se poser sur le canapé. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose de très important. C'est que je ne suis jamais responsable de la manière dont les gens vont réagir. La réaction de chacun dépend du ressenti de chacun. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, il est 16h30, c'est la sortie d'une école maternelle. Tous les parents viennent récupérer leurs enfants et à la fin, il reste deux enfants pour lesquels les parents, pour X ou Y raison, ont 20 minutes de retard. Donc les deux enfants sont là avec la maîtresse qui attend les parents avec eux. L'un des deux enfants va être avec des jouets, va s'occuper, va s'amuser tout seul, pas de problème. Le deuxième va être assis sur un banc à se morfondre et il va se mettre à pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun? Dans la tête du premier, « Oh, mes parents ne sont pas là. Oh, il y a des jeux, super, très bien. » Ils jouent, les parents arrivent, terminé. Dans la tête du deuxième, ses parents l'ont abandonné. Est-ce que la réaction des enfants dépend de l'attitude des parents? Non, bien sûr. La réaction de chaque enfant dépend de son propre ressenti. L'autre exemple, c'est, je me rappelle d'une famille très pauvre qui vivait dans la campagne où il y avait 5 enfants. Et les parents avaient à cœur que les enfants aillent dans des bonnes écoles, fassent de bonnes études, aient un très bon travail, puissent avoir la vie dont ils ont envie avec les moyens financiers que leur apportera un bon travail. Donc qu'est-ce qu'ont fait ces parents qui habitaient dans le fin fond de la campagne? Ils ont mis leurs enfants en pension, tous les 5, à peu près au même âge, entre le CM1 et le CM2. Sur les 5 enfants, 3 ont eu une vie, on va dire, normale, de gens qui ont de l'argent, qui vivent bien, qui sont heureux en famille, etc.
Les deux autres ont vécu le fait d'être mis en pension dès l'âge de 9 ans comme un abandon, voire même comme une trahison. Les deux ont vraiment vécu ça comme un traumatisme, quelque chose qui les aura marqués à vie. Le premier de ces deux enfants, 30 ans de psychanalyse, des tentatives de suicide, une dépression qui ne l'aura jamais quitté. Alors certes, il aura eu un bon métier avec beaucoup d'argent, mais il aura été malheureux toute sa vie. Et toute sa vie, il a répété à qui voulait l'entendre qu'il avait été abandonné par ses parents, qu'on ne pouvait pas faire ça à des enfants, que ses parents ne l'avaient pas aimé, que c'était inadmissible. Toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours. Le second, qui a vécu exactement le même traumatisme, ça lui a donné une force absolument phénoménale dans la vie. C'est-à-dire que lui, à partir de ce traumatisme-là, il a totalement retourné la situation et il s'est dit « Moi, dans ma vie, le plus important, ça va être ma famille, ça va être mes proches, ça va être mes enfants et ma femme. » Et cet homme-là a eu une vie extraordinaire. D'abord, il a fait effectivement de grandes études, il a eu un métier passionnant qui l'a emmené aux quatre coins du monde, il a épousé une femme qu'il a aimée passionnément jusqu'à la fin de ses jours. Ils ont eu 3 enfants qu'ils ont aimés. Ça a toujours été une famille extrêmement unie. C'est-à-dire que lui a fait d'une force ce qui au départ était un traumatisme. Et moi je trouve que l'exemple de cette famille est particulièrement intéressant parce qu'on a 5 enfants qui ont factuellement vécu la même chose et on voit bien que les 5 enfants ont eu un ressenti totalement différent et ont vécu une histoire totalement différente. Donc on voit bien que ça n'est pas l'action des parents de mettre ses enfants en pension qui a déterminé la vie de l'un ou l'autre des enfants, puisque chacun a réagi en fonction de qui il était, en fonction de ses propres ressentis. Et on voit bien que là, il n'est pas question de bien ou de mal, il est simplement question de la manière dont on juge une situation. Il y a l'un des accords Toltec que j'aime beaucoup qui dit « Je ne prends jamais rien personnellement ». Et lorsque l'on se sent coupable, on est en train de prendre personnellement le ressenti de quelqu'un d'autre sur quelque chose que l'on aurait fait ou pas fait. Une fois qu'on s'est posé dans cet espace, qu'on a enlevé le jugement et qu'on a un petit peu décortiqué et mis en perspective les éléments, les faits, qu'on a distingué ce qui était de mon fait, ce qui ne l'était pas, qu'on a remis finalement à sa place tous les éléments, un petit peu comme un puzzle, alors on va pouvoir commencer réellement à transformer la culpabilité en responsabilité. C'est-à-dire que ce qui est fait est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir me demander, ok, est-ce que je continue à me morfondre sur ce que j'aurais pu faire ou sur ce que j'aurais dû faire, ou bien est-ce que je choisis d'agir et je choisis d'apprendre de mes erreurs si erreur il y a eu. Donc peut-être qu'une fois qu'on en est là, on peut mettre face à face ces deux parties et que chacune exprime à l'autre quelle était mon intention première. En faisant ça, ça permet aussi de se rappeler et de prendre conscience de ce qui est important pour chacune des parties. Qu'est-ce qui est essentiel pour chacune des parties? Qu'est-ce qui est vital pour chacune des parties? Si ce que j'ai fait, cela vient heurter quelqu'un d'autre, ou si cela vient heurter une autre partie de moi-même, je peux réfléchir à qu'est-ce qu'il serait possible de faire pour satisfaire au mieux les différentes parties. Est-ce qu'il y a un compromis possible? Ça ne veut pas dire s'oublier soi-même, ça veut dire écouter les besoins de chacune des parties, les considérer, les prendre en compte. Qu'est-ce que je peux faire qui serait OK pour moi et qui serait aussi OK pour l'autre? Et ça passe aussi par savoir reconnaître lorsque ce n'est pas possible. Lorsque les besoins sont trop différents pour être compatibles, c'est aussi prendre ses responsabilités. Pour résumer tout ça, on voit bien que la culpabilité, d'abord, c'est un regard que l'on porte sur quelque chose qui est déjà passé. Donc on peut simplement commencer par reconnaître qu'on est en train de porter un jugement sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Une fois qu'on a reconnu ce jugement, on se pose quelques instants, on laisse de la place à un espace sans jugement, on observe les faits de manière scientifique, on observe ce qui était de mon fait et ce qui ne l'était pas, et on se pose la question de savoir quels étaient les besoins de chacune des parties. Enfin, on transforme la culpabilité en responsabilité en se demandant est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour que chacune des parties puisse satisfaire ses besoins sans abîmer les besoins de l'autre. Est-ce que c'est possible? Si oui, comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Si ce n'est pas possible, alors peut-être qu'il est temps de prendre la responsabilité de couper le lien pour aller vers autre chose.